Je pris ma place dans l'avion en direction de la maison et regardai par la fenêtre pendant que l'avion s'élevait dans le ciel. Enfin, après 30 ans, je rentrais chez moi pour de bon. Je sentais que je devais le faire pour moi et ma femme, Lisa. Je sortis le briquet Zippo que j'avais porté avec moi toutes ces années, un cadeau de ma femme qui disait « À mon mari bien-aimé, Alan. Félicitations, Marine. C'est moi, d'ailleurs, Alan Roberts. Sergent-major d'artillerie Alan Roberts, ou Machine Gun Rob, pour ceux que j'ai décidé de laisser s'approcher de moi au fil des ans. Après aujourd'hui, un autre surnom sera ajouté à celui-ci. Retraité. J'ai passé plus de 30 ans en uniforme militaire qui était maintenant orné de rubans et de badges qui ne signifiaient rien pour personne d'autre que moi. Un peu plus de 10 de ces années, je les ai passées dans la réserve. Je pourrais littéralement dire que j'avais tout fait, obtenu tous les galons. J'étais déjà en forme quand Lisa et moi nous sommes mariés il y a si longtemps. Je l'ai littéralement rencontrée un jour après le travail au bord de la route. Je travaillais comme mécanicien dans une grande concession automobile à Coeur d'Alene, Idaho, et je rentrais chez moi quand j'ai vu sa voiture sur le bord de la route. Son capot était ouvert et je pouvais voir de la vapeur s'échapper de son moteur. J'ai fait ce que les gens font souvent quand ils voient des gens dans le besoin. Je me suis arrêté et j'ai proposé mon aide. Ça n'a pas fait de mal qu'elle soit agréable à regarder. Un coup d'œil et j'ai réalisé quel était le problème. Sa courroie de ventilateur était déchirée. C'était une réparation facile. Je suis allé dans un magasin de pièces automobiles à proximité et je suis revenu avec une courroie et du liquide de refroidissement pour remplacer ce qu'elle avait perdu. J'ai remis sa voiture en marche en un rien de temps. « Merci beaucoup », dit-elle. « Je dois rentrer à Spokane et je pensais ne jamais y arriver. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous remercier ? Rentrez simplement chez vous en toute sécurité, dis-je. Non, s'il vous plaît, laissez-moi vous rembourser, supplia-t-elle. Et si je vous invite à dîner ? Aimez-vous Red Lobster ? Pourquoi pas, pensai-je. J'adore Red Lobster, dis-je. Elle sourit et écrivit son nom et son numéro sur un morceau de papier. D'accord, dit-elle. Et vendredi à 19h ? Ça me va, dis-je. Nous nous sommes rencontrés ce vendredi soir-là et nous sommes restés ensemble depuis. Après 8 mois de fréquentation, j'ai fait ma demande et nous nous sommes mariés. C'était en 1987 et je suis un homme heureux depuis. Elle a déménagé dans ma maison dans le nord de l'Idaho, bien que cela ajoute plus de 30 miles à son trajet. Elle travaillait comme enseignante dans une école primaire dans la vallée de Spokane, juste de l'autre côté de la frontière de l'État. Nous avons débattu d'acheter quelque chose de plus proche de son travail, mais j'aimais ma maison et surtout j'aimais le fait qu'elle était vide et située sur 5 acres de terrain boisé juste à côté de l'Interstate 95 au nord de Coeur d'Alene. La maison avait été construite par mes parents il y a de nombreuses années et ils me l'avaient léguée dans leur testament ainsi qu'un bel héritage. J'espère un jour transmettre la maison à l'un de mes enfants. Lisa savait que, étant dans la réserve, je devais m'absenter un week-end par mois et 2 semaines par an pour l'entraînement. Elle ne s'est jamais plainte et les chèques, aussi modestes soient-ils, étaient généralement déposés dans mon IRA. Notre premier enfant, René, est né environ 1 an et demi après notre mariage. En 1990, un dictateur brutal nommé Saddam Hussein a envahi le Koweït et mon unité a été appelée en service actif. Nous sommes rentrés un peu plus d'1 an plus tard, accueillis chaleureusement, et 1 an après, notre fils Carl est né. Puis le 11 septembre est arrivé et toutes nos vies ont changé. On m'a donné l'opportunité de partir en service actif et j'ai accepté. À partir de ce moment-là, nous avons déménagé entre Camp Pendleton, en Californie, et Camp Lejeune, en Caroline du Nord. Lisa était certifiée pour enseigner dans les 2 États, donc elle avait un emploi où que nous allions. J'ai fini par passer 3 missions en Irak et 3 autres en Afghanistan, soit un total de plus de 6 ans. J'ai également été envoyé à Okinawa 4 fois pour 1 année. À chaque fois, Lisa et les enfants sont revenus dans notre maison dans l'Idaho et elle a fini par travailler dans la même école dans la vallée de Spokane. Elle ne s'est jamais plainte, que Dieu bénisse son âme. Mais je savais que cela pesait sur elle et les enfants, et je me sentais mal. 10 anniversaires manqués, 10 anniversaires et Noël manqués, ce n'est pas bon pour une famille.
Quand il s'agissait de cette mission, je lui ai promis que ce serait la dernière. Maintenant, à 56 ans, je sentais que courir dans le désert brûlant en esquivant les balles était un jeu pour les hommes plus jeunes. J'avais fait mon devoir et il était temps de rentrer chez moi. Vous pourriez penser qu'après 30 ans de service ou plus, j'aurais dû prendre ma retraite à un grade beaucoup plus élevé, et vous auriez raison. À certains égards, j'étais un marine typique. Je ne courais pas après les femmes, mais j'aimais boire avec mes camarades et mon attachement au concept de Semper Fidelis, toujours fidèle, m'a valu des ennuis plus d'une fois lorsque je défendais mes camarades avec ma force physique et ma volonté de m'engager dans des combats au corps à corps. En conséquence, j'ai raté 2 promotions. Mais je ne me plaignais pas. Bon sang, j'adorais être sergent d'artillerie. Gunny était l'homme vers qui tout le monde se tournait pour des conseils ou des tactiques. Je prenais grand soin de mes marines, officiers et engagés de la même manière, et ils me respectaient pour cela. Rien que cela signifiait plus pour moi que toutes les médailles et rubans sur ma poitrine. Je me souvenais de ma fête de départ que les gars avaient organisée. Nous avions passé un bon moment à échanger des histoires de mer et à raconter des anecdotes salées. Le lieutenant-colonel Reston, notre commandant de bataillon, est passé me souhaiter bonne chance. Je le connaissais depuis longtemps. C'était l'un des officiers qui m'avait attaché il y a des années. Je n'en voulais pas et nous sommes devenus de bons amis. Il m'a serré la main après m'avoir remis une citation pour mon service. « Le corps ne sera plus le même sans toi, Gunny », dit-il en souriant. Je lui rendis son sourire. « Merci de dire ça, colonel », dis-je. Mais je pense qu'il est entre de bonnes mains. Un des soldats, le caporal-chef Dawson, un grand gaillard noir de Géorgie, s'approcha avec ses copains et me tendit quelque chose emballé dans du papier brun. « Juste quelque chose pour te rappeler de nous, Gunny Robb, dit-il en souriant. Je déballai le papier et souris en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était une main en bois sculptée avec un doigt du milieu étendu. Cela me rappelait les nombreuses fois où je mettais plaisamment ma main sur le bras de quelqu'un, ce que je faisais souvent. Les marines qui me connaissaient, même les officiers, comprenaient que c'était juste ma façon d'être et ne s'en offensaient jamais. Je retournai la figurine sculptée et vis qu'il avait sculpté l'emblème du corps des marines au dos de sa main, ainsi que notre désignation d'unité. « Tu l'as fait toi-même, Dawson ?» demandai-je. Il sourit et hocha la tête. « Bien sûr, Gunny, dit-il, rayonnant de fierté. « Beau travail, dis-je. Je le chérirai pour le reste de ma vie. »« Merci. » Nous nous serrâmes la main et les autres marines autour de nous crièrent et applaudirent. Je regardais le sergent-chef Joel Henson, le jeune homme qui avait pris ma place en tant que mitrailleur de compagnie. « Tu prends grand soin de ces marines, Joel ?» lui dis-je en lui serrant la main. « Je le ferai, Gunny, je te le promets, » répondit-il en souriant. « Bien, parce que si tu ne le fais pas, je reviendrai te botter les fesses, » dis-je en riant. Cela déclencha un autre éclat de rire et des cris. « Henson est un bonhomme, Gunny Robb, » dit le capitaine Michaels, notre commandant de compagnie. « Bien sûr, personne ne peut te remplacer. Prends soin de toi, Gunny. Ça a été un honneur de servir avec toi. » Nous nous serrâmes la main et nous dîmes au revoir. Puis le chauffeur vint me dire que tout mon équipement était chargé et prêt à partir pour l'aéroport. Je sentis l'avion entamer sa descente et ma conscience revint au présent. Je regardais en bas et vis la ville de Spokane, dans l'État de Washington, apparaître. Je pus distinguer la rivière et la cascade, et je pus clairement voir le parc Riverfront ainsi que l'emblématique pavillon construit pour l'Expo 74. J'y emmenai Lisa et les enfants plusieurs fois pour profiter du soleil estival. Bientôt, l'avion atterrit et nous descendîmes tous. Je pris mon sac de mer et mon sac de vêtements et me dirigeai vers la sortie, espérant voir Lisa. Je lui avais envoyé un email et un message avec les informations de vol pour qu'elle sache quand venir me chercher. Elle arrivait généralement quelques heures avant l'atterrissage de mon avion au cas où j'arriverais tôt. Mais elle n'était pas là. C'était bizarre, pensai-je, et je lui envoyai un autre message. À l'aéroport. « Où es-tu » Ne recevant aucune réponse, je l'appelai sur son portable, mais le message alla directement sur la messagerie vocale. Je commençai à m'inquiéter et appelai à la maison,
mais tombait sur le répondeur. Mon Dieu, murmurai-je, s'il te plaît, qu'elle soit en sécurité. J'appelai ses parents, mais ils dirent qu'ils n'avaient pas eu de ses nouvelles non plus. Est-ce que tu as besoin qu'on vienne te chercher? Me demanda sa mère. Pas encore, répondis-je. Peut-être qu'elle est coincée dans les embouteillages. J'attendrai un moment et je vous appellerai si je ne trouve pas d'autre moyen de transport. Il n'y a pas de sens à ce que vous fassiez tout ce chemin et ensuite jusqu'à Atoll. Mais si vous avez de ses nouvelles, demandez-lui de m'appeler. D'accord. Alan, dit-elle avant de raccrocher. Mes pensées furent interrompues par la voix d'un homme. Tu as besoin d'un trajet, Gunny? Demanda l'homme. Je regardai et vis un homme grand et bien bâti en kaki charger une valise dans un vu blanc. Eh bien, je pensais que ma femme était déjà là, dis-je. Où vas-tu? Demandai-je. En Idaho, entre Atoll et Bayview, près de la route 95, lui dis-je. Pas de problème, dit-il. J'y vais justement, je serai ravi de te déposer. Pourquoi pas, pensai-je. Cela vaut mieux que de payer un taxi. Merci, dis-je. J'apprécie. Permettez-moi au moins de payer l'essence. Il secoua la tête. Non, ne t'en fais pas, dit-il. La carte de crédit de la société s'en chargera. Vas-y, monte. Je lançai mon sac de mer et un sac de vêtements dans le Jeep et montai. En vacances chez moi? Demanda-t-il en montant dans la voiture. Pour de bon, répondis-je. 30 jours de congé terminal et ensuite je prends ma retraite officielle dans 30 ans. C'est long, dit-il. Au fait, je m'appelle John Sykes, ajouta-t-il en tendant la main. Alan Roberts, dis-je en lui serrant la main. D'où viens-tu? Demanda-t-il. L'unité vient tout juste de rentrer d'Afghanistan, nous avons volé depuis quand le jeune, lui dis-je. Alors, tu as passé une sacrée longue journée, dit-il. Tu peux le dire, ai-je répondu. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un autre texto à Lisa. J'ai trouvé un trajet, pas de souci. TC est à la maison. Alors, quels sont tes projets? Demanda-t-il alors que nous entrions dans l'allée. Pas grand-chose, ai-je répondu. Pêche, chasse, poursuivre ma femme dans la chambre, tu vois. Il a ri. Ouais, je sais, dit-il. J'ai passé 25 ans dans l'armée. J'ai pris ma retraite avec le grade de lieutenant-colonel. Crois-moi, la retraite n'est pas tout ce qu'on en dit. Que fais-tu maintenant? Ai-je demandé. Je dirige un camp pour hommes dans le nord de l'Idaho, dit-il. Vraiment? Ai-je demandé. J'ai vécu toute ma vie en Idaho, mais je n'ai jamais entendu parler d'un camp pour hommes. Depuis quand existe-t-il? Ça fait environ 10 ans, dit-il. Sans vouloir te vexer, mais je serais très surpris si tu en avais entendu parler. Nous l'avons installé en Idaho exprès pour le garder hors de vue. Quel genre de camp est-ce? C'est un camp conçu pour aider les hommes à faire face à certaines situations personnelles, dit-il. Oh, ai-je demandé. Quel genre de situation? Eh bien, laisse-moi te dire, dit-il. Tu as évidemment connu le combat. Des soldats ou des marines ont-ils déjà reçu une lettre de rupture de leur partenaire? Pas une seule fois, ai-je dit. Alors tu sais ce que signifie la nouvelle que sa femme le trompe. C'est un homme de cœur. Pas une seule fois, ai-je dit. Alors tu sais ce que la nouvelle que sa femme le trompe fait à un homme, dit-il. Trop bien, ai-je dit. Nous aidons les hommes à faire face à des problèmes comme ça, dit-il. La seule différence, c'est que la plupart d'entre eux n'ont jamais eu de formation militaire comme toi et moi. Bon sang, ai-je dit. Alors comment les aides-tu? Eh bien, nous les renforçons physiquement, dit-il. Ensuite, nous travaillons sur leur état mental et émotionnel et nous leur fournissons tous les services juridiques possibles pour qu'ils puissent faire face à ce qu'ils affrontent. Ça a l'air de beaucoup, ai-je dit. Combien de temps reste-t-il dans ton camp? Le cours régulier dure 3 mois, dit-il. C'est très intensif, à peu près comme l'entraînement des recrues. Ça en a l'air, ai-je dit. As-tu déjà passé du temps avec ta famille? Du temps en tant qu'instructeur? Demanda-t-il. Oui, ai-je répondu. J'ai servi avec succès à Paris Island, en Caroline du Sud. J'ai été engagé là-bas en tant que sergent et j'ai été promu au grade de sergent d'état-major à la fin de mon service.
Alors tu connais les méthodes que nous utilisons, dit-il. J'étais impressionné par ce que disait l'homme et j'étais curieux de voir ce camp. J'ai en fait reçu le feu vert pour recruter un nouveau moniteur principal afin de superviser les autres moniteurs, accueillir les nouveaux étudiants, superviser le programme, et tout ça. Est-ce que ça te semble intéressant? Je dois admettre que oui, ai-je dit. D'une certaine manière, j'ai l'impression que nous nous sommes rencontrés pour une raison. Il a souri. Tu es très perspicace, Alan, a-t-il dit. Je ne vais pas te mentir. Tu es trop bon pour ça. La société te surveille depuis longtemps. Sur moi? Ai-je demandé. Pourquoi sur moi? Eh bien, pour commencer, tu es un résident local, un vétéran de combat sans passé exceptionnel, à part quelques bagarres dans les bars, a-t-il dit en souriant. Médaille d'argent, médaille de bronze, mention élogieuse, 4 Purple Hearts, combat action ribbon, médaille de mérite de la marine, médaille de mérite de la marine, médaille du mérite du corps des marines, médaille de bonne conduite, malgré les bagarres dans les bars. Tu es exactement ce dont notre programme a besoin. Bon sang, Gunny, tu es exactement ce dont nos étudiants ont besoin. Et tu dis que ta société me surveille? Ai-je demandé, inquiet. Oui, a-t-il répondu. Nous attendions juste que tu demandes ta retraite. Ce poste ne pourrait pas mieux convenir à quelqu'un comme toi. Le salaire et les avantages sont bien meilleurs que dans le corps, et tu ne rendras des comptes qu'à moi. Ça semble intéressant, ai-je dit. Mais il y a un hic dans ta demande. Il a hoché la tête. Et tu as raison, a-t-il dit, en me tendant une enveloppe Manila posée sur le siège à côté de lui. Il y a juste un problème que tu dois résoudre d'abord. Vas-y, regarde. J'ai ouvert le dossier et j'ai vu un rapport soigneusement tapé détaillant les activités de Lisa Roberts, ma femme, et d'un certain Elroy McEnroe, le directeur de l'école où elle travaille. Mon cœur s'est serré en lisant le rapport. Selon lui, Lisa entretenait une relation sexuelle avec cet homme depuis plus de 20 ans, le rencontrant souvent pendant mes absences. J'ai vu le DVD dans l'enveloppe et j'ai été horrifié par ce qui y était enregistré. D'où tiens-tu ça? Ai-je demandé. Je ne vais pas insulter ton intelligence, Alan, a-t-il dit. La société a décidé de te passer au crible après que j'ai exprimé mon intérêt pour t'embaucher pour le poste. Une partie de ce contrôle incluait ta vie familiale, pour des raisons évidentes. Je suppose que tu ne savais pas que ça se passait. J'ai secoué la tête, étonné par ce qui m'apparaissait. Non, je ne le savais pas, ai-je dit. Comment sais-tu que ça dure depuis 25 ans? Les enquêteurs que nous utilisons sont de premier ordre, a-t-il dit. Et ils disposent des derniers équipements de surveillance. S'ils peuvent trouver quelque chose, ils le trouvent. Ils ont déterminé cela à partir des conversations entre votre femme et Monsieur McEnroe. Évidemment, votre femme a fait de son mieux pour vous le cacher toutes ces années. Cela expliquait tout le temps qu'elle passait là-bas pendant que j'étais à l'étranger. Cela signifiait aussi que la moitié des 20 dernières années, elle les avait passées avec Elroy. Zut! Une pensée horrible m'a soudain frappé. Et les enfants? Ai-je demandé. C'est la seule bonne nouvelle dans tout ça, a-t-il dit. Ils sont tous les deux les tiens? Comment le savez-vous? Ai-je demandé. Comme je l'ai dit, nos enquêteurs sont les meilleurs, a-t-il dit. Ils ont prélevé des échantillons d'ADN sur vos 2 enfants et les ont comparés à l'ADN du dossier militaire vous concernant. Tout correspondait. J'ai l'impression que tu savais qu'elle ne venait pas me chercher à l'aéroport, ai-je dit. Il a hoché la tête. C'est exact, a-t-il dit. Selon les enquêteurs, ils se rencontrent souvent après l'école, mais un jour par semaine, elle l'emmène chez toi où ils font un cas. Ensuite, elle le ramène où il récupère sa voiture et rentre chez lui. Ils ont gardé cette routine depuis ton départ. Et ce soir, ils se rendent généralement chez toi. Merde, ai-je dit. C'est 70 miles aller-retour juste pour une partie de jambes en l'air. Comment a-t-elle pu faire ça? Ai-je demandé. John haussa les épaules. Ça arrive, tu sais, a-t-il dit. De longs voyages d'affaires, du temps loin de la maison et de la famille. On revient de la guerre changée de façon qu'on ne réalise même pas. Cela peut mettre à rude épreuve le meilleur mariage. La question est, que vas-tu faire à ce sujet? Si tout cela est vrai,
Je n'ai pas d'autre choix que de la divorcer, ai-je dit. John a approuvé de la tête. Oui, je suis d'accord, a-t-il dit. Et lui? Bonne question, ai-je dit. J'aimerais le dépecer vivant, mais je ne veux pas aller en prison. Je vais trouver quelque chose. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans le rapport, a dit John. Il est marié, lui et sa femme ont 2 enfants. Qui, soit dit en passant, ne sait rien de sa liaison avec Lisa. Tu jures que ces informations sont correctes? Ai-je demandé. Il a hoché la tête. Absolument, a-t-il dit. Si j'avais le moindre doute, je ne te l'aurais pas montré. Je suis vraiment désolé, Gunny. Tu es un homme bien et tu ne mérites pas ça. Qui le mérite, ai-je demandé. Bien dit, a dit John. Nous sommes arrivés au chemin qui mène chez moi et John a tourné sur une route pavée étroite. Quelques minutes plus tard, nous sommes arrivés à mon allée et avons tourné. Tu es vraiment au milieu de nulle part, a-t-il dit, en descendant l'allée et en s'arrêtant devant ma maison. Bel endroit que tu as ici, a-t-il dit. Merci, ai-je répondu. Mes parents ont construit cet endroit de leurs propres mains. J'espérais que Lisa et moi puissions vivre ici à la retraite. Je suppose que ce sera juste moi ici, du moins pour l'instant. John s'est tourné vers moi. Écoute, Alan, dit-il en me tendant une carte de visite. Appelle-moi quand tu pourras et viens au camp. On peut en discuter si tu veux. On a même des conseillers pour t'aider si tu en ressens le besoin. Je te présenterai les gars, je te ferai visiter le site et je te parlerai un peu plus de ce que nous faisons. Je pense que cela t'aidera à te décider. N'hésite pas à porter ton uniforme si tu veux. Je suis sérieux à propos de ce travail, mais tu dois t'occuper de celui-ci, ajouta-t-il en montrant une enveloppe Kraft. J'ai hoché la tête pour montrer que j'avais compris. Merci, John, lui dis-je, pour le voyage, pour l'offre, pour tout. Je m'en occuperai, je te le promets. Je resterai en contact. Nous nous sommes serrés la main et je suis sorti du SUV, attrapant mon sac de mer et mon sac de vêtements. Il a fait demi-tour et est parti, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai porté mes affaires dans la chambre et tout mis à sa place, toujours sous le choc de ce que John avait dit. J'ai remarqué que tout était rangé au cordeau, exactement comme Lisa l'aimait toujours. Elle peut être une salope infidèle, me suis-je dit, mais au moins sa maison est propre. Après avoir tout mis en place, je me suis changé en uniforme, en portant un jean et un t-shirt. J'ai attrapé mon dossier et suis descendu. Il fallait que je voie ce qui se trouvait d'autre dans ce rapport. J'ai sorti le DVD et l'ai mis dans le lecteur. J'ai allumé la télévision et lancé le DVD. J'ai vu Lisa et Elroy dans une chambre d'hôtel. « Alors, quand est-ce que tu vas le larguer ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Probablement pas avant sa retraite, » a-t-elle répondu. « Si tu joues bien tes cartes, tu pourrais obtenir la moitié de ses chèques de retraite et la plupart de ses économies dans le 401K, » a dit Elroy. C'était son plan. Heureusement que j'ai le contrat de mariage qu'elle a signé quand nous nous sommes mariés. Papa avait le formulaire prêt pour moi quand il est mort. Tout ce que j'avais à faire, c'était mettre son nom dessus. Sa plus grande préoccupation était la maison et l'héritage qu'ils m'ont laissé. J'en avais assez entendu et j'ai sorti l'annuaire. Il n'était pas trop tard, alors j'ai appelé et pris rendez-vous avec un avocat en droit de la famille pour le lendemain matin. En montant à l'étage, j'ai rassemblé certaines de ses affaires et ai posé les sacs près de la porte. Qu'elle aille se faire foutre, me suis-je dit. Si elle veut partir, je la laisserai partir. Ensuite, j'ai passé un peu de temps sur le canapé, réfléchissant à ma vie avec Lisa. Autant que je sache, tout allait bien entre nous. Bien sûr, nous avions les mêmes problèmes que tous les couples mariés, mais nous les avons toujours résolus. J'ai toujours pensé que si elle devait me tromper, ce ne serait qu'avec quelqu'un beaucoup plus grand que moi. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle se contenterait d'un homme chamallow. J'ai même éclaté de rire en y pensant. Cependant, pendant toutes les années passées ensemble, je n'avais jamais deviné que nos ébats lui causaient des douleurs physiques. Elle ne me l'avait jamais dit. Ce qui m'a surpris et impressionné, c'est qu'elle était toujours mince, même après la naissance de nos enfants. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai ouvert l'armoire où je rangeais mes outils d'intérieur. Là, sur une étagère,
se trouvait un paquet de rubans adhésifs non ouverts. Il y avait 2 rouleaux dans le paquet, et alors que je les regardais, une idée m'est venue à l'esprit. J'ai pris le ruban adhésif et le paquet de colliers de serrage, puis j'ai refermé l'armoire. Je me suis dirigé vers l'armoire à fusil, je l'ai ouverte et j'ai sorti un pistolet de calibre 45. Après m'être assuré qu'il était vide, je suis retourné à la salle à manger. J'ai étalé tout sur la table, préparé un sandwich, attrapé une bière et je me suis assis à la table en attendant leur arrivée. Il commençait à faire sombre quand j'ai entendu une voiture entrer dans le garage. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu les 2 rire et discuter alors que Lisa ouvrait la porte. Aucun des 2 ne m'a vu assis à la table avant d'entrer dans la partie principale de la maison. Les yeux de Lisa se sont écarquillés en me voyant à la table. « Alan » s'est-elle exclamée, « quand es-tu arrivé? Tu n'as pas reçu mes emails et messages ?» ai-je demandé. « Désolé, ma batterie de téléphone est morte » a-t-elle dit. « Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, Alan, fais-moi confiance. » « Vraiment » ai-je demandé. « Tu veux dire que ce n'est pas toi et Elroy en train de te préparer à t'amuser dans notre lit ?» Alan a fait un geste vers moi et j'ai pointé mon arme. Il s'est figé, les yeux écarquillés et le visage encore plus pâle qu'il ne l'était. Il n'y avait pas de balle dans le pistolet, l'enfer, le chargeur ne rentrait même pas dans la crosse du pistolet, mais il ne le savait pas. « Oh mon Dieu !» il a crié. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » J'ai remarqué une tache mouillée sur l'entrejambe de son pantalon et j'ai souri. Le salaud s'était fait dessus. « Tais-toi, connard !» ai-je dit. « Tu crois que tu peux divertir la femme d'un autre homme pendant plus de 20 ans et t'en sortir comme ça? » Je ne le pense pas. « Tiens-toi contre l'arbre » je lui ai dit. « Mets ton dos contre lui. Les mains derrière le dos. » J'ai regardé Lisa. « Attache-le à l'arbre » ai-je ordonné. « Je veux juste voir ses yeux et son nez. » Dépêche-toi. Elle a commencé à courir autour de l'arbre en appliquant le ruban adhésif au fur et à mesure. Dépêche-toi. Cours. Lorsque le premier rouleau a été utilisé, je lui ai lancé le deuxième et lui ai ordonné de continuer. Quand elle a eu fini, Elroy était attaché à l'arbre dans un cocon de ruban adhésif. Seuls ses yeux et son nez étaient visibles. Il regardait de droite à gauche avec crainte. Je me suis approché de lui et m'assurai qu'il ne pouvait pas bouger. Puis, j'ai plongé mon regard dans le sien, souri et sorti mon téléphone portable. J'ai composé son numéro de maison, que j'avais grâce au rapport que John m'avait donné. « Résidence McEnroe, Judy à l'appareil », dit une voix féminine à l'autre bout. « Madame McEnroe, je m'appelle Alan Roberts », dis-je. « Est-ce que votre mari Elroy est là ?»« Non, il a une réunion avec les enseignants de son école », répondit-elle. « Puis-je prendre un message et lui demander de vous rappeler ? » « Ce ne sera pas nécessaire, Madame McEnroe, mais merci quand même, dis-je. Je m'excuse pour la supercherie, mais la vérité est que votre mari est chez moi avec ma femme, et je pense que vous devriez venir le chercher. J'ai vu les yeux d'Elroy s'élargir encore plus sous le ruban adhésif. Que fait-il chez vous avec votre femme ? Demanda Judy. Eh bien, ils allaient avoir des relations sexuelles, mais ils ont changé leur plan, dis-je. Quoi ? Cria Judy. Êtes-vous sûr de cela ? Est-ce une sorte de mauvaise blague ? Non, madame, dis-je. Ce n'est pas une blague. Ils ont une liaison depuis plus de 20 ans. Ce salaud, s'écria-t-elle. Je vais lui botter le derrière. Bon sang, je vais venir le chercher. Où êtes-vous situé ? En Idaho, à l'est d'Atoll sur la route 95, dis-je. Je vais vous envoyer les indications. Merci, monsieur Roberts, dit-elle. J'arriverai dès que possible. Après avoir fini de parler, je lui ai envoyé les indications pour ma maison par SMS, puis j'ai regardé Elroy, qui était encore plus effrayé qu'avant. Je vais avoir une petite conversation avec ma femme tout de suite, si cela ne vous dérange pas, lui dis-je. Ne bougez pas, vous m'entendez ? Il a essayé de secouer la tête, mais le ruban ne le laissait pas faire. J'ai fait signe à Lisa d'entrer. Elle s'est écartée et je l'ai suivie. Quand nous sommes entrés dans la maison, je lui ai fait signe de s'asseoir sur le canapé et j'ai pris la télécommande pour la télévision et le lecteur DVD. Combien de temps dure cette merde ?
ai-je demandé. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, souviens-toi que je sais beaucoup plus que tu ne le penses. Ça fait un moment que ça dure, dit-elle doucement. Un moment, ai-je demandé. Quoi, un mois? Un an? 10 ans? 20 ans? Plus longtemps? Plus longtemps, dit-elle, baissant la tête. Plus longtemps, ai-je répété, reprenant ses mots. Plus longtemps, ai-je répété, reprenant sa réponse. Je vois. Quand est-ce que ça a commencé? Vers 1995, dit-elle. Nous avons travaillé ensemble pendant des années et nous n'avons jamais rien fait quand tu étais à la maison. Nous ne nous sommes réunis que lorsque tu étais parti. Y compris toutes ces fois où j'ai été envoyé à l'étranger, j'ai demandé. Elle a hoché la tête. Oui, dit-elle. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu n'étais pas censé l'apprendre. Alors que je combattais des terroristes et me faisais tirer dans le cul, tu t'amusais ici avec cette merde dans notre lit, j'ai demandé. Elle s'est mise à pleurer. Arrête de verser des larmes, lui ai-je dit. Réponds à la foutue question. Elle essuya ses yeux et hocha la tête. Oui, dit-elle. S'il te plaît, nous pouvons passer outre. Ne peux-tu pas me donner une autre chance? Oui. Passer au travers de cela, j'ai demandé. Tu te moques de moi? Tu penses que je devrais juste fermer les yeux sur ton infidélité? Donne-moi une bonne raison pour laquelle je ne devrais pas te foutre à la porte maintenant. Cela ne devrait pas nous concerner, dit-elle. Et je ne veux pas de divorce. Je savais qu'elle mentait car j'avais entendu ce qu'elle avait dit à Elroy. Il est trop tard pour toi, salope, ai-je dit. Je vais voir un avocat demain. Elle me regarda avec défiance. Tu ne veux pas faire ça, dit-elle. Elroy a dit que si tu essayais de me divorcer, je pourrais obtenir la moitié de ta pension, de la maison et de tout le reste. J'ai ri et sorti le contrat de mariage. Il y a juste un problème, ai-je dit. Tu te souviens du contrat de mariage que tu as signé il y a toutes ces années? Devine quoi? Il est toujours valable et il est inattaquable. Tu n'obtiendras rien si je peux l'éviter. La maison est entièrement à moi, tu te souviens? Mes parents me l'ont léguée. Et le contrat de mariage précise clairement ce qui se passe en cas d'infidélité. Ne t'en fais pas, je le suivrai à la lettre. Tu obtiendras 40% de nos économies communes mais pas de pension alimentaire. Et je garde toutes mes cotisations retraite. Je vais contester, dit-elle. Je m'attendais à ce que tu dises quelque chose comme ça, ai-je dit, pointant la télécommande sur la télévision. J'ai appuyé sur lecture et une vidéo d'elle s'amusant avec Elroy est apparue à l'écran. Son visage est devenu blanc et elle a couvert sa bouche de sa main. Mon Dieu, s'est-elle écriée. Comment as-tu eu ça? S'il te plaît, éteins ça. J'ai secoué la tête. Peu importe comment je l'ai eu, ai-je dit. Ce qui importe, c'est ce que fera ton conseil scolaire quand ils recevront une copie de ceci. Elle me regarda, choquée. Je vais perdre mon travail, dit-elle. Et Elroy aussi. S'il te plaît, non, ne fais pas ça. Alors tu signeras les papiers quand tu les recevras, ai-je demandé. Vaincue, elle a hoché la tête. J'ai augmenté le volume de la vidéo et j'ai avancé rapidement jusqu'à la partie où elle se plaignait que j'étais trop gros pour elle. Peux-tu m'expliquer ça? Ai-je demandé. Toutes ces années passées ensemble et tu ne t'es jamais plainte une seule fois. Pourquoi n'as-tu rien dit? Elle a dit. Je ne voulais pas te blesser. J'ai toujours été un peu déprimée. Au début, ça me plaisait et tu m'attirais toujours. Mais après un moment, ça a commencé à faire mal. Et c'est pour ça que tu es si douée. C'est pour ça que tu as commencé à trouver des excuses pour ne pas faire l'amour avec moi, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit. Je suis vraiment désolée. Oui, c'est ce que tu as dit, lui ai-je répondu. J'ai attrapé son sac à main et sorti ses clés. J'ai sorti les clés de sa maison puis son portefeuille. J'ai pris sa carte de retrait et sa carte de crédit général. J'ai vu sa carte STCU et je l'ai laissée dans son portefeuille. Je savais qu'elle avait un compte à la Spokane Teachers Credit Union et je savais qu'elle contribuait régulièrement 10% de son salaire à ce compte. Je me suis dit que si elle avait besoin d'argent, elle pourrait utiliser ce compte. J'ai lancé son sac à main sur le canapé. Je suppose que je devrais probablement faire mes bagages et partir, a-t-elle dit doucement.
Pas maintenant, lui ai-je dit. Tu as encore des explications à donner. Tu dois dire à tes parents et à nos enfants ce que tu as fait pour qu'ils sachent pourquoi nous divorçons. S'il te plaît, ne me fais pas faire ça, a-t-elle supplié en pleurant. Pourquoi, ai-je demandé. Tu n'as eu aucun problème à me tromper pendant 2 décennies. Sûrement tu n'as pas honte de ce que tu as fait. Ils vont me détester, je le sais, a-t-elle pleuré. C'est dommage, ai-je dit en prenant le téléphone. J'allais appeler ses parents, mais j'ai vu la lueur des phares sortant de l'allée. J'ai pensé que c'était Judy qui venait chercher son mari. Ah, je vois que Judy est là. Tu peux commencer par lui expliquer pourquoi tu as diverti son mari. Un moment plus tard, on a frappé à la porte. En l'ouvrant, j'ai vu une femme plutôt bien en chair qui semblait un peu plus jeune que moi. Elle était très attirante et portait son jean déchiré parfaitement serré. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'elle me regardait encore plus que je ne la regardais. Oui, ai-je demandé. Êtes-vous Alan Roberts? A-t-elle demandé, en regardant vers mon entrejambe. Oui, et vous devez être Judy McEnroe, ai-je dit. Pour le moment, oui, a-t-elle dit. S'il vous plaît, entrez, ai-je dit en ouvrant la porte. Alors, où se cache cette sale ordure? A-t-elle demandé. J'ai souri quand elle a dit ça. J'ai tout de suite aimé cette femme. Il est un peu attaché en ce moment, ai-je dit. Il ne va nulle part, je vous assure. Judy a regardé Lisa et son visage a rougi de colère. Alors c'est toi, salope, qui t'amuse avec mon futur ex-mari, a-t-elle dit. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'elle a reconnu ma femme. Mon Dieu, c'est toi. Lisa Conroy. J'aurais dû m'en douter. S'il te plaît, arrête, a crié Lisa. Tais-toi, sale putain, a hurlé Judy. Je dois te botter les fesses d'ici la fin de la semaine prochaine. Comment peux-tu faire ça? Tu es marié à ce magnifique morceau de viande et tu le trompes avec un bonhomme en pâte Pillsbury? Judy s'arrêta pour me regarder. Où est ce sale type? Demanda-t-elle. Je vais te le montrer, dis-je. Attends. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert le placard qui contenait le ruban adhésif. J'ai rapidement trouvé ce que je cherchais, un couteau de découpe, une bouteille d'alcool isopropylique à 90% et un chiffon assez propre qui était autrefois un t-shirt. Je suis retourné dans la pièce principale et j'ai invité Judy à me suivre. Nous sommes sortis et j'ai montré l'arbre où j'avais attaché Elroy. Judy a éclaté de rire en voyant qu'il était enveloppé de rubans adhésifs. Elroy n'était pas très heureux de voir sa femme et je pouvais voir la terreur dans ses yeux. « J'aime ton style, Alan, dit-elle. Ça va prendre une éternité pour le débarrasser de tout ça. » J'ai secoué la tête et posé la fourchette et le chiffon par terre. « Non, ça ne prendra pas, dis-je. » Elle leva la main. « Attends une seconde, dit-elle. » Elle s'approcha de lui et le regarda dans les yeux pendant une seconde. « Tu es un putain d'abruti, dit-elle, en levant les bagues. Elle jeta les bagues par terre. « Tu ne m'as pas touché depuis des mois et maintenant je sais pourquoi. J'ai décidé que c'était la femme que je ne voulais pas contrarier. J'ai sorti un couteau de découpe et coupé le ruban. Puis je me suis reculé et j'ai regardé Lisa. Une fois libérée du ruban, Elroy est tombé par terre, se tortillant de douleur. « D'accord, lève-toi, lui dis-je. Rentre à la maison. Il a été plus amusant d'être avec lui que je n'ai eu depuis des années, dit Judy, regardant Elroy courir vers la maison. S'il te plaît, n'en as-tu pas fait assez? Implora-t-elle. Non, dis-je. Appelle ta mère et mets-la en haut-parleur. Lisa appela ses parents. Salut, maman, dit-elle lorsqu'on lui répondit. Maman, sanglota Lisa. C'est moi, Lisa. Lisa, dit sa mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu blessée? Maman, Alan me met à la porte, dit Lisa en pleurant. Pourquoi fait-il ça? Demanda sa mère. Il a découvert que je l'ai trompé, dit Lisa en sanglotant. Tu as fait quoi? Demanda sa mère, visiblement en colère. Espèce d'idiote. Comment as-tu pu faire ça à ton mari? Je pensais t'avoir mieux élevé que ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne lui reproche pas de te mettre à la porte. Maman, s'il te plaît, puis-je rester un moment chez toi? Demanda Lisa. Je pense que oui, mais pas trop longtemps, dit sa mère. Et pas d'homme.
Tu comprends? Merci, maman, dit-elle. Alan est là? Demanda sa mère. Je suis là, maman, dis-je. J'aimais les parents de Lisa et je les appelais maman et papa depuis que nous nous étions mariés. Es-tu bien, mon fils? Demanda-t-elle. Ça ira, maman, dis-je. Ce ne sera pas facile, mais je vais m'en sortir. Je suis tellement désolé, Alan, dit la mère de Lisa. Tu as toujours été si gentil avec elle. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Reste en contact, s'il te plaît. Je le ferai, maman, merci, dis-je avant qu'elle ne mette fin à la conversation. Je regardais Lisa avant de continuer. Tu as encore 2 appels à passer, alors vas-y. S'il te plaît, ne me fais pas le faire, sanglota-t-elle. Pourquoi pas, demandai-je. Il mérite de connaître la vérité. Allez, vas-y. Tremblante, Lisa prit le téléphone et appela notre fils, Karl. Salut, dit-il en décrochant le téléphone. Salut, Karl, dit Lisa. C'est maman. Ça va, maman, demanda-t-il. Non, répondit-elle. Ton père et moi allons divorcer. Quoi? Demanda-t-il. Ça ne peut pas être. Que s'est-il passé? Papa t'a trompé ou quelque chose comme ça? Non, fils, c'est moi qui ai trompé ton père et il l'a découvert, dit Lisa. Maman, comment as-tu pu? Demanda-t-il. Papa est là? Je suis là, fils, dis-je. Avant que tu ne demandes, je vais bien. J'ai juste senti que tu avais besoin de connaître la vérité. Ta mère fait ça depuis plus de 20 ans. Je l'ai découvert seulement aujourd'hui. Oh mon Dieu, papa, dit-il. Je suis tellement désolé d'entendre ça. Désolé, Karl, dit-elle. Ouais, désolé d'avoir été prise, dit-il. Écoute, maman, je n'arrive pas à croire que tu as fait ça à papa. Je dois y aller, je te parlerai plus tard. Au revoir. Il mit fin à la conversation et Lisa sanglota en s'asseyant sur le canapé. Un dernier appel, dis-je. Lisa leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés. S'il te plaît, je t'en supplie, dit-elle. Plus. Un appel, dis-je. Un appel, dis-je. Fais-le. Tremblante, Lisa composa le numéro de notre fille. L'appel se déroula à peu près de la même manière que les autres. Seul René était bien plus bouleversé que Karl. « Espèce de salope stupide », dit-elle quand Lisa lui dit ce qui se passait. « J'espère que papa te mettra à la porte. »« C'est ce qu'il va faire, » dit Lisa. « Comment peux-tu être si stupide ?» demanda René. « Tu n'es pas ma mère. Pour l'instant, je ne sais pas qui tu es. Tu ferais mieux de remettre tes affaires en ordre si tu veux revoir tes petits-enfants. Ne m'appelle plus jamais. Au revoir. » Lisa sanglota incontrôlablement alors que René mettait fin à la conversation. « Commences-tu à réaliser les conséquences de tes actes ?» demandai-je. « Tu as complètement détruit 2 familles avec ton égoïsme. J'espère que tu es heureuse. » Lisa essuya ses larmes pendant que je lui parlais. « Je t'avais dit que j'étais désolée, » dit-elle. « Tout le monde me déteste maintenant. »« Eh bien, on récolte ce que l'on sème, » dis-je. « Je pense qu'il est temps que tu partes. J'ai déjà préparé tes affaires de toilette et une partie de tes affaires. Tu peux organiser ton retour plus tard pour le reste de tes affaires. » Hochant la tête, Lisa monta à l'étage, prit la valise et le sac de nuit que j'avais placé près de la porte de la chambre, puis redescendit. Judy l'arrêta avant qu'elle ne sorte. « Attends une seconde, » dit Judy. « Ai-je bien compris ton mari? Tu t'amuses avec mon mari depuis plus de 20 ans? » Lisa baissa timidement les yeux vers le sol. « Oui, » dit-elle doucement. « Eh bien, dans ce cas, je suppose que ça ne te dérange pas si je te vole ton mari, » dit-elle. « Après tout, ça fait des années que je n'ai pas été avec un vrai homme, et ton mari semble s'installer très confortablement. » Judy me regarda. « Qu'en dis-tu? Es-tu prêt pour un peu de vengeance? » Lisa laissa tomber la valise qu'elle portait et nous regarda. « Vous ne seriez pas, n'est-ce pas? » demanda-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « S'il te plaît, dis-moi que vous ne me ferez pas ça. »« Je ne sais pas, » dis-je. « Meilleure offre que j'ai eue depuis un moment. En plus, pourquoi les tricheurs devraient-ils s'amuser seuls? » Judy rit. « Je suppose que je n'ai rien à redire, »
dit Lisa. Non, tu n'as rien à redire, salope, dit Judy. Oh, et n'oublie pas de sortir les poubelles, ajouta-t-elle en attrapant Elroy par le col. Elle regarda Elroy un moment avant de parler à nouveau. Ne rentre pas dans la maison. Peu m'importe où tu dors. Reste dans la voiture ou prends une chambre d'hôtel. Je ne veux plus jamais te revoir, enfoiré. Je vais voir un avocat demain. T'as compris ? Il hocha docilement la tête. J'ai compris, dit-il en se dirigeant vers la porte. Lisa me regarda une dernière fois. Je suis désolé, Alan, dit-elle. Pour tout. Au revoir. Sur ces mots, elle se détourna et sortit de la maison et de ma vie. Nous regardâmes Lisa entrer dans l'allée et tourner sur la route principale. Je sentis une larme prête à rouler sur ma joue et essuyai mes yeux. Judy se tourna vers moi. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Oui, j'ai juste quelque chose dans l'œil, » répondis-je. Elle sourit. « Des bêtises ?» dit-elle doucement. Je ris. « Dis-moi, comment peut-on mettre fin à un mariage de 30 ans ?» demandai-je. En m'ouvrant à de nouvelles possibilités, dit-elle. J'acquiesçai. « Tu ne savais vraiment rien de tout ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Je secouai la tête. « Non, dis-je. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Elle le faisait pendant que j'étais en voyage d'affaires. Et toi, savais-tu ce qu'il faisait ? Savais-tu ce qu'il faisait ? Je me doutais, dit-elle. Je pouvais sentir son parfum sur lui et sur ses vêtements. Mais je ne l'ai jamais surpris. Je m'y suis résigné et j'ai espéré qu'il revienne à la raison. Alors, que vas-tu faire maintenant ? demandai-je. Je ne sais pas, répondit-elle avec un soupir. J'ai toujours été une femme au foyer et mère. C'est tout ce que j'ai jamais voulu être. Ma mère m'a élevée à l'ancienne. Elle disait que le meilleur travail pour une femme était d'être femme au foyer. Je me suis marié juste après le lycée et je n'ai jamais eu de travail rémunéré. Tout ce que je voulais, c'était rendre mon mari heureux et élever mes enfants pour qu'ils soient les meilleurs possibles. Mais je m'en sortirais. J'ai hoché la tête. Je n'avais aucun doute qu'elle s'en sortirait. Est-ce que tu pensais vraiment ce que tu as dit plus tôt ? Ai-je demandé. À propos de l'amour et tout ça ? A-t-elle ri. Veux-tu passer la nuit ? Ai-je demandé. Est-ce que ça te conviendrait ? A-t-elle demandé. J'aimerais bien avoir de la compagnie, ai-je dit. Je suppose que ça ne me dérangerait pas non plus, a-t-elle dit. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour. Avant d'aller au lit, j'ai demandé « Pourquoi es-tu resté avec lui alors ?» Crois-le ou non, je l'aimais, a-t-elle dit. Autrefois. C'était un bon homme au début. Il prenait toujours soin de moi et des enfants. Tu aimais aussi ta femme, n'est-ce pas ? Oui, je l'aimais, ai-je dit. Une partie de moi l'aimera probablement toujours. Mais je ne supporterai pas qu'elle me trompe. Je ressens la même chose, a-t-elle dit. Pour moi, mon mariage est terminé. J'ai respecté mes vœux. Mais une fois qu'il les a rompus, c'était fini. Et maintenant ? Ai-je demandé. Tu veux dire nous ? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Oui, ai-je dit. Je n'ai jamais été du genre à avoir une relation d'un soir, et je suis trop vieux pour recommencer à sortir ensemble. Est-ce ta façon de dire que tu m'aimes et que tu veux continuer à sortir avec moi ? A-t-elle demandé. Je suppose que oui, ai-je dit. Eh bien, commença-t-elle. Je t'aime aussi, Alan Roberts. Si ça te convient, j'aimerais voir ce qui se passe. Ça me plairait aussi, ai-je dit. Elle sourit. D'accord, dit-elle. Le lendemain matin. Bonjour, mon amour, dit-elle avec un sourire. Tu veux prendre le petit déjeuner ? J'adorerais, ai-je dit. D'accord, dit-elle. J'ai déjà préparé le café. Qu'as-tu prévu pour la journée ? J'ai rendez-vous avec mon avocat ce matin, et ensuite je vais parler à quelqu'un pour le travail, ai-je dit. Et toi ? Eh bien, je rentre chez moi après le petit déjeuner, et ensuite je prendrai rendez-vous avec l'avocat, a-t-elle dit. Je te verrai en bas, ajouta-t-elle avant de partir. Je suis allé à la salle de bain et ai fait mes corvées du matin et me suis douché. J'ai décidé de porter mon uniforme de classe C, alors je me suis habillé, j'ai vérifié que tout était en ordre, et je suis descendu. En me voyant, les yeux de Judy se sont écarquillés. « Tu es dans l'armée ou quelque chose comme ça ?» a-t-elle demandé.
Dans les marines, ai-je répondu. Du moins pour encore environ un mois. Je suis en congé terminal en attendant ma retraite. Elle regarda les rubans et les insignes sur ma poitrine. Qu'est-ce qui ne va pas, Judy? Pourquoi tout ça? Demanda-t-elle. Des choses différentes, ai-je répondu. Celui-ci, par exemple, dit que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Plus d'une fois, ai-je ajouté, en pointant un ruban cœur violet avec 3 étoiles dessus. Oh mon Dieu, dit-elle. Tu as été blessé au combat? Sérieusement? Oui, ai-je dit. 4 fois. Où étais-tu? Demanda-t-elle. Tempête du désert dans les années 90, ai-je dit. Puis 3 missions en Irak et 3 autres en Afghanistan. Depuis combien de temps es-tu dans l'armée? Demanda-t-elle. Un peu plus de 30 ans au total, ai-je répondu. Une partie en réserve, mais la plupart du temps j'étais en service actif. Ta femme t'a trompé avec mon mari pendant que tu étais à la guerre? Demanda-t-elle. Et il savait ce que tu faisais? Oui, ai-je dit. Elle secoua la tête, perplexe. Quel enfoiré, dit-elle. Il paiera cher. Nous avons pris le petit déjeuner puis sommes sortis. Elle m'a demandé de l'appeler après son retour, et j'ai promis que je le ferais. La réunion avec l'avocat s'est bien passée. Il a écouté mon histoire et examiné mes preuves, le contrat de mariage et les informations financières que j'ai apportées, montrant qu'elle gagnait quelques milliers de dollars de plus que moi pendant mon service actif. Eh bien, je pense que c'est pratiquement exclu, dit-il. Compte tenu des données financières et de votre contrat de mariage, je crois que nous pouvons écarter toute demande de pension alimentaire, d'autant plus qu'elle gagne environ 68 000 dollars par an. Elle peut très bien vivre avec cet argent à Spokane Valley. Bien sûr, la maison et la propriété vous appartiennent à l'origine, et le contrat de mariage précise clairement que la pension ne sera pas affectée. Cependant, vous devrez partager le compte bancaire. Je ne vois pas le juge dire le contraire. Nous insisterons sur les 40% comme indiqué dans le contrat. Quand voulez-vous le déposer? Dès que possible, ai-je dit. Bien, dit-il. Nous devrons travailler un peu plus dur pour l'envoyer à Washington, mais ce n'est pas un problème. Nous le faisons tout le temps. Je m'occuperai de la préparation et du dépôt des documents. Si tout se passe bien, nous devrions pouvoir le déposer en début de semaine prochaine. Tout ce dont j'ai besoin de votre part maintenant, c'est les frais de dépôt et mes honoraires. Vous pourrez payer la jeune dame en partant. Il me tendit une feuille de papier. Voici une liste de choses que vous devez faire pour vous protéger, ajouta-t-il. J'espère que votre femme n'a pas encore été à la banque. J'ai examiné la liste. Je devrais certainement passer à la banque en sortant de la maison. La plupart du reste pourrait être fait en ligne. Des questions? Demanda-t-il. J'ai secoué la tête. Pas pour le moment, ai-je dit. Il m'a remis une carte et m'a serré la main. N'hésite pas à appeler si tu as besoin de quelque chose, a-t-il dit. Et bonne chance. Je me suis arrêté à la sortie, j'ai payé les frais de dépôt et le prépaiement, puis j'ai pris la route. Une fois dans la voiture, j'ai appelé John. Je viens de finir avec l'avocat, je lui ai dit. J'ai besoin de passer à la banque pour régler des choses là-bas, mais je voulais te parler de ce travail dont tu parlais. Je serai là, Gunny, a-t-il dit. J'ai hâte de te voir. Après la conversation, il m'a envoyé un message texte avec les indications pour le camping. Je suis allé à la banque et j'ai constaté que Lisa n'avait pas touché au compte, j'ai donc retiré 60% et utilisé cette somme pour ouvrir un nouveau compte à mon nom uniquement. J'ai ensuite annulé les cartes de crédit jointes, payé le solde. J'ai également commandé une nouvelle carte de retrait et une nouvelle carte de crédit pour moi-même. Après cela, je me suis rendu au camping, qui se trouvait à environ 35 miles au nord-est de chez moi. Malheureusement, le trajet a été un peu plus long, mais c'était une bonne journée, et cela m'a donné l'occasion de réfléchir à ma vie. En une seule journée, je suis passé d'un homme marié heureux anticipant la retraite et la vieillesse avec sa femme, à un homme apprenant que j'avais été dupé et cocufié pendant plus de 20 ans. 6 de ces années, j'étais en zone de guerre, mettant littéralement ma vie en danger. J'ai réalisé que émotionnellement, j'ai traité la trahison de Lisa de la même manière que j'ai traité les fanatiques armés et les terroristes voulant me tuer au combat. Au moins, il y avait Judy.
Je ne sais pas comment j'aurais pu gérer tout cela seul. J'aimais certainement sa vigueur et sa franchise, et elle était sacrément douée au lit. J'espérais juste ne pas faire d'erreur en m'impliquant avec elle si peu de temps après avoir quitté Lisa. Enfin, j'ai pris la route menant au camp Rollins. Il n'y avait pas de circulation sur la route à 2 voies étroites, alors je roulais assez vite. Je me suis arrêté à une barrière avec une petite guérite et je me suis arrêté. Un homme armé en uniforme de camouflage est venu à ma fenêtre. « Je suis ici pour voir John Sykes », ai-je dit. « Je m'appelle Roberts. Alan Roberts. » Je lui ai remis la carte de John et mon permis de conduire comme on me l'avait demandé. « Un moment, monsieur », a dit le garde. Il a inspecté mon camion et est retourné à la guérite. Je l'ai vu parler à quelqu'un au téléphone de campagne. Après 1 minute ou 2, il est revenu à mon camion et m'a rendu mon permis et ma carte de visite. « Le commandant Sykes vous attend. Bienvenue au camp Rollins, Gunny Roberts », a dit l'homme. J'ai commencé à le remercier, mais il avait déjà quitté pour ouvrir la barrière. Il m'a fait signe en passant, et j'ai fait de même. Après avoir parcouru quelques virages serrés de plus, je me suis retrouvé sur le terrain d'un camp militaire typique. Des bâtiments en bois étaient soigneusement disposés autour d'une zone centrale où des groupes d'hommes marchaient ou couraient. Tout était d'une propreté impeccable, et les terrains étaient soigneusement entretenus. J'ai trouvé le quartier général du camp et me suis garé devant. Je suis entré et ai été accueilli par une belle femme blonde en jupe professionnelle. Elle leva les yeux et sourit lorsque je suis entré dans le bureau. « Vous devez être le sergent Roberts », dit-elle. « Oui », ai-je répondu. « Bienvenue au camp Rollins », dit-elle. « Le commandant Sykes vous attend. Voulez-vous une tasse de café ? » « Oui, s'il vous plaît. »« Cela serait parfait », ai-je dit. « Noir, si c'est possible. »« Bien sûr », dit-elle. « Veuillez entrer. » J'ai frappé à la porte et lui, au téléphone, m'a invité à entrer. J'ai remarqué qu'il portait une chemise de couleur kaki avec une paire de feuilles de chêne argentées indiquant le grade qu'il occupait dans l'armée. Il a raccroché et s'est levé pour me saluer. « Heureux que vous ayez pu venir, Gunny, » dit-il. « Veuillez vous asseoir. » Je me suis assis juste au moment où la réceptionniste m'apportait mon café. Je l'ai remercié et pris une gorgée. C'était exactement ce qu'il me fallait. « Je suppose que vous n'avez eu aucun problème pour venir ici ? » « Aucun. Vous avez donné d'excellentes indications, » ai-je dit. « Bien, » dit-il. « Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous en dire un peu plus sur les personnes qui viennent ici. Chaque homme qui passe par ces portes est une victime. Tous ont été trompés et beaucoup ont été maltraités d'une manière ou d'une autre. Parfois, cette maltraitance est de nature physique. Presque tous les hommes qui viennent ici ont été maltraités émotionnellement. D'autres fois, ils ont été à la fois physiquement et émotionnellement maltraités. Et cela s'ajoute à l'humiliation et à la tromperie. Je pouvais comprendre cela, a-t-il continué. En plus de cela, ces hommes sont ce que l'on pourrait appeler des lâches. Je sais qu'on n'est pas censé utiliser ce genre de terme de nos jours, mais je crois en une conversation honnête, dit-il. La plupart des hommes qui viennent ici sont faibles physiquement et émotionnellement. Certains d'entre eux ont aussi peur et ont l'impression de ne pouvoir compter sur personne d'autre pour les aider. Malheureusement, les femmes à qui ils choisissent de s'attacher en profitent. « Waouh !» ai-je dit, choqué par ce qu'il me racontait. « Alors, que faites-vous ? » La première chose que nous faisons, c'est les obliger à se concentrer et à se renforcer physiquement, a dit John. Nous leur refusons l'accès à Internet et ne leur permettons pas d'utiliser des appareils électroniques, des téléphones portables, des ordinateurs portables, des tablettes, quoi que ce soit. Pendant les 3 mois qu'ils sont ici, il n'y a pas d'Internet. Cela signifie pas de mail, pas de Facebook, pas de YouTube, rien. J'ai ri. Je parie que cela sera bien accueilli, ai-je dit sarcastiquement. Il a ri. Parfois, a-t-il dit. Avant leur arrivée, certains de ces gars passaient toute la journée à regarder leur téléphone portable, complètement inconscients du monde qui les entoure. Nous leur enlevons cette opportunité et les forçons à affronter leurs problèmes. Comment restent-ils en contact avec leur famille ? Ai-je demandé. Me demanda-t-il. C'est une question valable, a dit John.
Nous leur donnons une adresse postale à laquelle ils peuvent envoyer des nouvelles chez eux. Toute communication se fait par courrier ordinaire. Nous avons des bureaux de poste à Bonheur Ferry et Clark Fork et le courrier est livré 2 fois par semaine. C'est loin d'aller jusqu'au bureau de poste, ai-je dit. John a hoché la tête. Nous ne voulons pas que les conjoints envoient des gens pour causer des problèmes, a-t-il dit. Nous avons des gardes armés, des hélicoptères et un périmètre de sécurité électronique autour du camp. Si quelqu'un essaie de rentrer, nous le saurons. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de rentrer? Ai-je demandé. Il y a eu des tentatives, a dit John. Heureusement, nous avons pu neutraliser la menace. Il y a un briefing non classifié à ce sujet dans le dossier que je t'envoie chez toi. Neutraliser, ai-je pensé. Un terme intéressant, pour le moins qu'on puisse dire. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il voulait dire par là. Raconte-moi davantage sur la formation elle-même, ai-je dit. Je te donnerai un bref aperçu. Tout est décrit dans le dossier que je t'enverrai chez toi. Le premier mois est le plus difficile pour les élèves, a expliqué John. En plus d'être sevrés des appareils électroniques modernes et d'Internet, ils subissent un entraînement physique rigoureux très similaire à la première phase de l'entraînement des recrues. Leur journée commence à 05:00 avec une révérence, ils marchent à pas cadencés partout, et les instructeurs sont assez stricts, si tu vois ce que je veux dire. Le deuxième mois, nous présentons les élèves à leurs conseillers, dit John. Ils passent par une séance de conseil très intensive pour régler leurs problèmes. Bien sûr, l'entraînement physique continue, et nous commençons à leur enseigner l'autodéfense. Le troisième mois, nous renforçons tout cela et les présentons à des avocats pour qu'ils puissent régler tout problème juridique qu'ils ont. Il a jeté un coup d'œil à sa montre avant de continuer. En fait, il y a un cours de groupe en ce moment. Tu pourrais être intéressé, a-t-il dit. D'accord, ai-je dit. Nous sommes sortis de son bureau et sommes allés dans un autre bâtiment. En ouvrant la porte, il m'a fait signe d'entrer en premier. Lorsque je suis entré, j'ai vu un groupe d'hommes assis en demi-cercle devant une conseillère féminine. L'instructeur assis près de la porte s'est figé lorsque John est entré, puis il m'a fait un signe de tête et s'est rassis. Nous avons pris nos places à l'arrière de la salle et avons observé en silence. L'un des élèves a raconté comment sa femme l'obligeait à satisfaire ses amants, tant oralement qu'anal, pendant qu'elle riait et rabaissait sa virilité. Il s'est mis à pleurer, et les élèves de chaque côté de lui l'ont tapoté sur l'épaule, lui assurant que tout irait bien. J'ai regardé l'instructeur, un homme imposant avec des galons de sergent sur son col. Il est resté stoïque, absorbant tout ce qui se passait. Je pouvais voir sa mâchoire se crisper de colère pendant que l'élève pleurait. Pendant que la conseillère parlait à l'élève, j'ai pris la décision de rejoindre cette organisation. S'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour aider ces pauvres gens, je le ferais. Après avoir écouté quelques conseils supplémentaires, John m'a invité à le suivre et nous sommes partis. Il m'a fait visiter le camp, me montrant ce qu'ils avaient à offrir. Ensuite, nous nous sommes rendus à la hutte de l'instructeur, le bâtiment où les instructeurs se réunissaient pour rester au courant des dernières nouvelles. Il y avait plusieurs hommes habillés de chemises de couleur kaki comme John. Certains portaient des galons de sergent et quelques-uns portaient l'insigne de sergent d'état-major. John les a réunis dans la partie principale de la hutte et m'a présenté à eux. Nous avons discuté un moment et j'ai appris que la moitié d'entre eux étaient d'anciens instructeurs de la Marine Corps et l'autre moitié d'anciens sous-officiers de l'armée. De la conversation, j'ai réalisé que ces personnes formaient un groupe soudé et qu'elles se souciaient vraiment du bien-être de leurs élèves. Alors, voulez-vous rejoindre l'équipe? L'un d'eux m'a demandé. J'ai regardé John avant de répondre. En fait, oui, ai-je dit. John a souri avant de parler. J'ai demandé à John d'être notre nouveau moniteur principal, a dit John. Il est en congé terminal en ce moment, donc il faudra un certain temps avant qu'il ne travaille ici à plein temps. En attendant, j'aimerais qu'il passe du temps ici à apprendre à connaître tout le monde. Les autres ont approuvé d'un signe de tête. Bienvenue à bord, Gunny, a dit l'un d'eux en me serrant la main. Les autres ont fait de même. Merci, ai-je dit. Après cela, John et moi sommes retournés à son bureau, parlant du travail et de ce qui se faisait au camp. Alors, a dit John,
Es-tu partant? J'ai hoché la tête. Oui, John, ai-je dit. Il a souri et m'a serré la main. Bienvenue à bord, a-t-il dit. Si cela ne vous dérange pas que je vous le demande, pourquoi avez-vous décidé de nous rejoindre? Écoutant cet homme en séance de conseil, j'ai dit. Je ne savais pas que ce genre de choses se produisait réellement. Je pensais qu'ils en parlaient juste sur Internet. Oui, a dit John. C'est beaucoup plus courant que les gens ne le réalisent. Au fait, je suppose que je devrais te faire une proposition officielle, a-t-il dit en riant. Il m'a remis un morceau de papier, et j'ai failli tomber en voyant ce que la société offrait comme salaire, bien au-delà de ce que je touchais dans le noyau, et un package d'avantages à faire rêver. Bien sûr, j'ai accepté l'offre. D'accord, a dit John en me remettant une pile de dossiers. Un peu de lecture légère pour te tenir occupé ces prochaines semaines. J'ai ri. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Tu voudras certainement assister à la cérémonie de brûlage de sorcières. Quoi? Ai-je demandé. C'est quelque chose que nous faisons à la fin de chaque classe, a-t-il dit. Je pense que tu apprécieras. En nous disant au revoir, j'ai ramassé mes dossiers et je suis rentré chez moi. Les 3 prochaines semaines ont passé rapidement. Lisa a reçu les papiers de divorce et les a immédiatement signés sans contester quoi que ce soit. L'avocat m'a appelé pour me dire que mon divorce serait finalisé dans 30 jours. Judy a entamé une procédure de divorce d'Elroy, mais le sien prendrait plus de temps, au moins 90 jours, car elle l'a entamé dans son état d'origine, Washington. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Lisa, et cela ne m'intéressait pas. Ses parents sont arrivés environ 2 semaines après que j'ai entamé la procédure de divorce et ont pris les quelques affaires qu'elle voulait emporter de la maison, ainsi que le reste de ses affaires. Je leur ai remis le chèque de banque pour sa part des comptes bancaires, ainsi que toutes nos photos d'elle. Je ne voulais rien dans la maison pour me rappeler d'elle. Selon la mère de Lisa, elle était trop gênée pour me regarder dans les yeux. D'une certaine manière, je n'étais pas surpris. Cependant, Judy a passé les 3 derniers week-ends chez moi et nous avons passé un bon moment. Je l'ai emmenée pêcher sur le lac Pendleray et elle s'est beaucoup amusée. Lisa n'a jamais été fan de cette activité, mais Judy s'y est prise avec enthousiasme, nettoyant et cuisinant avec empressement le saumon cocané que nous avons pêché. J'ai pris l'habitude de visiter le camp quelques fois par semaine et de parler à chacun des instructeurs. J'ai appris qu'ils sont tous des vétérans de combat et divorcés, bien que certains d'entre eux entament de nouvelles relations. J'ai également assisté à plusieurs séances de conseil de groupe pour comprendre ce qui motivait les étudiants à venir ici en premier lieu. Je dois admettre que leurs histoires m'ont touché le cœur. J'ai également appris ce qui avait conduit le camp à être si étroitement surveillé. Comme j'ai pu le découvrir, l'un des étudiants a été victime d'une organisation appelée Emma. Il s'est enfui de sa femme et est venu au camp, mais l'organisation était déterminée à le ramener. Ils ont même tenté une invasion armée du camp, mais cette tentative a été déjouée grâce aux gardes du camp et à une agence fédérale dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. En conséquence, l'entreprise a établi de nouvelles règles selon lesquelles si MMAS est mentionné par un futur étudiant, cette agence doit être contactée. D'après ce que j'ai lu, l'agence a été appelée 2 fois au cours de l'année écoulée. Vers la fin du mois, John m'a invité à assister à la cérémonie de la brûlure de la pute qui marquait la fin du cours de 3 mois. J'ai enfilé mon uniforme de classe C et pris la route. La cérémonie a eu lieu la nuit et moi, avec John, nous nous sommes tenus en retrait et avons observé. Pendant que je regardais, les étudiants de la classe attachaient des photos de leurs femmes à une figurine de paille, qu'ils ont ensuite hissée et attachée à un poteau avec une corde. À la base du poteau se trouvait un tas de bois. Un des étudiants a été appelé et s'est vu remettre un flambeau allumé. « Brûle l'arc », a ordonné le professeur. « Monsieur, brûle l'arc. »« À vos ordres, monsieur », a répondu l'étudiant. Il a mis le tas de bois en feu et le feu a rapidement englouti la figurine de paille. Les étudiants ont commencé à chanter « Brûle, brûle, brûle ». Pendant que la figurine brûlait, les étudiants se sont déchaînés, levant les poings en l'air, hurlant et chantant. Lorsque la figurine est tombée au sol, les étudiants ont dansé, chanté et certains ont uriné sur la figurine. Cela a duré un moment jusqu'à ce que la figurine se transforme en cendres.
À quoi sert tout cela? Ai-je demandé à John. Ce petit rituel donne aux hommes un sentiment d'accomplissement, a-t-il expliqué. C'est un moyen de se purger de tout ce qui les tourmente sans recourir à la violence contre leurs épouses. Demain, ils vont sortir d'ici prêts à affronter tout ce que la vie pourra leur réserver. Imaginez, il y a 3 mois, ils sont venus ici en tant que faibles cocufiers. Demain, ils partiront d'ici en hommes. J'ai pu comprendre cela. Pendant un moment, j'ai imaginé que c'était Lisa qui était attachée et brûlée en cendres. Cette pensée m'a fait sourire en moi-même. Comment se passent les choses à la maison? A demandé John. Bien, ai-je répondu. Le divorce sera finalisé dans quelques jours. Comment te tiens-tu? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je vais bien, ai-je dit. Beaucoup mieux que je ne le pensais. C'est bon à entendre, m'a-t-il dit. Je comprends que tes vacances se terminent dans quelques jours. Oui, ai-je dit. 3 jours pour être précis. Excellent, a-t-il dit. Alors je m'attends à ce que tu sois prêt à rencontrer nos nouveaux élèves. Ils seront là dans 4 jours. Au fait, tu auras besoin de ceci, ajouta-t-il en plongeant sa main dans sa poche. Il me tendit une petite boîte. En l'ouvrant, je découvris un ensemble de chevrons en métal poli. Sergent-major? Demandai-je. Oui, répondit-il. Cela indique ton statut de moniteur principal. Félicitations. Merci, dis-je. Il sourit. Non, dit-il. Merci à toi. J'ai passé les 4 jours suivants avec Judy. Elroy a proposé de racheter la moitié de sa maison et elle a accepté. Apparemment, il prévoyait d'emménager avec Lisa et elle était impatiente de quitter les lieux. Je lui ai suggéré de venir habiter chez moi et elle a accepté volontiers, alors j'ai loué une caravane, déménagé tout ce qu'elle voulait de leur ancienne maison et l'ai installée chez moi. Ça allait être serré pendant un moment, mais je savais que nous pourrions nous en sortir. Judy m'a regardé m'habiller pour ma première journée complète au camp, puis m'a servi un petit déjeuner digne d'un roi. Elle m'a remis un thermos de café et m'a embrassé en sortant par la porte. « Suis-les », dit-elle avec un sourire. Je le ferai. Je ne savais pas où une relation avec Judy nous mènerait, mais j'étais prêt à essayer. Jusqu'à présent, elle avait réussi à combler le vide laissé par Lisa et je ne me souvenais pas d'avoir été aussi heureux. Je me suis dirigé vers le terrain de camping et me suis rendu à l'accueil. Je me suis examiné dans le miroir et ajusté ma besace de randonnée sur mes yeux et suis sorti sur le porche surplombant le groupe d'hommes sur le sentier. Mon Dieu! Mon Dieu! Ai-je crié, regardant autour du petit groupe d'hommes se tenant sur le parking. Comment diable s'attendent-ils à ce que je fasse des hommes alors qu'ils ne m'envoient même pas des êtres humains pour commencer? Faites sortir cette bande de bras cassés de ma vue et mettez-vous à les traiter avant que je ne commence à jurer. Oui, sergent, répondit l'homme et escorta le groupe vers le traitement. Alors qu'il partait, je me suis retourné et ai vu John. Il souriait de toutes ses dents. Bien joué, dit-il. Bienvenue au camp Rollins.